Aujourd'hui, je vous fais un petit suivi de culture au jardin vivrier. Alors avant de faire le tour un petit peu des cultures, on va regarder encore cette parcelle qu'on avait débâchée dans la dernière vidéo, donc il y a environ 15 jours. Alors depuis 15 jours, je n'ai quasiment rien fait. En fait, je n'ai pas commencé à travailler le sol parce que nous avons eu une averse et après nous avons eu un temps sec avec de la chaleur. Là maintenant, on est en train de passer sur un temps avec un vent d'est très séchant. Donc en fait, on voit que rien ne s'est passé. Le sol est quasiment toujours aussi sec. Donc je ne vais pas rentrer un outil là-dedans, hein. J'attends que l'eau ramollisse un petit peu la terre en surface. Ce qu'on peut voir quand même, c'est que je suis passé chercher des rumex. Hein, voilà, la terre a été soulevée parce que je suis venu avec la fourche bêche et j'ai sorti les rumex. D'ailleurs, je vois que celui-là, je l'ai oublié. Donc comme je vous avais dit, les rumex reverdissent et après c'est très facile de les repérer. D'ailleurs on en voit encore quelques-uns là par-ci par-là. Je vais revenir avec ma fourche bêche et puis je vais les sortir et du coup j'ai l'intégralité de la racine et ensuite le terrain sera complètement propre. Ce qu'on peut voir également, c'est que le fait d'avoir découvert le terrain, donc d'avoir débâché, on voit qu'on n'a pas de nouvelles taupinières, enfin de nouvelles galeries de campagnols. Tout ce qu'on voit là, ce sont les anciennes galeries. On voit par contre qu'on en a une ici. Ça, c'est une taupinière fraîche. Et on en a une là. Donc très certainement que les deux sont connectés. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les campagnols continuent de passer entre le petit talus là, et puis la prairie derrière, et la bâche qui est ici, donc sous les courges, parce que bien évidemment, sous cette grande surface là bâchée, on a du campagnol. Et d'ailleurs, les campagnols, ils vont également jusque dans la culture de tomates, puisque la culture de tomates, elle est paillée avec de la matière organique, et on peut voir que c'est truffé de galeries, quoi. Voilà. Mais, encore une fois, ça ne me dérange pas d'avoir des campagnols dans les tomates et dans les courges, parce qu'ici, ils ne mangent pas les pieds de tomates ni les pieds de courges. Alors, a priori, certains d'entre vous ont aussi des dégâts de ratopier sur ces cultures-là. Mais voilà, nous, on touche du bois, on n'a pas de dégâts là-dessus. Et je dirais même que l'avantage de la bâche pour les courges, c'est que les fruits sont isolés du sol. C'est-à-dire qu'en fin de saison, là, quand on va venir récupérer tous les petits marrons et les butternuts, on n'aura aucun fruit abîmé par les campagnols parce qu'ils ne peuvent pas en fait atteindre les fruits par dessous. Hein. Les campagnols ne font pas les trous dans la bâche. Le peu de trous qu'on a souvent, ce sont en fait les chats qui font des trous pour essayer justement d'attraper les campagnols à travers la bâche. Mais ça, c'est aussi l'avantage de la culture des courges sur bâche, c'est que les fruits restent propres, sains, et en plus, les campagnols ne viennent pas les manger. Dans le petit jardin, par exemple, cette année, j'ai fait des melons. Alors, les melons ont été faits sur un paillis organique, un petit peu comme celui-ci. Et en fait, au moment où vous venez récolter vos melons, donc vous avez un beau melon bien mûr, vous vous dites chouette, on va manger du melon, vous l'attrapez, vous le retournez, et en fait, il est complètement vide parce que le campagnol est arrivé par-dessous, par le sol, et a complètement vidé l'intégralité du melon. Voilà, donc là au moins on n'aura pas ce problème-là sur les courges. Et donc pour les années futures, soit je passe à un paillis en plastique, enfin une bâche plastique pour la culture des melons, soit on peut aussi intercaler une ardoise. Dès qu'on voit les premiers melons qui se forment, hop, on vient intercaler une ardoise en dessous, et du coup le campagnol ne peut pas les manger par-dessous. Et en général, ils ne viennent pas par le côté, parce que s'ils viennent par le côté, ils sont à découvert en fait, par rapport aux prédateurs. Voilà pour cette histoire de bâche, de campagnol, etc. Ça permettra de conclure un petit peu la dernière vidéo. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu le maïs. Alors le maïs, il est bon à récolter. Je vais vous montrer comment on voit qu'un maïs est bon à récolter. Alors déjà, globalement, ça se voit sur la plante, hein. Globalement, elle est sèche. On a les épis ici qui sont secs. Et alors, on va en ouvrir un ici. À une main, c'est pas pratique. Donc pour voir si le maïs est bon à récolter, on prend un grain là sur un épi. Et en fait, on regarde en dessous du grain, à la base du grain, là où il était attaché. On gratte un petit peu éventuellement et on fait apparaître un petit point noir. Alors si le point noir, on n'arrive pas à le faire apparaître, c'est que le grain n'est pas mature. Ici, on voit le point noir. Et en fait, ça, c'est synonyme de maturité. Voilà, tout simplement. À partir de là, on sait qu'on peut récupérer tous les épis. S'il n'est pas tout à fait sec, on le met à sécher dans un endroit sec et ventilé. Et les épis, le grain va sécher et on va pouvoir le conserver et on va pouvoir aussi le ressemer l'année suivante. Et si on intervient avant ce point noir, c'est pas bon, hein, le grain n'est pas fini.
On va plutôt avoir de la moisissure au séchage et puis en plus le grain ne pourra pas être ressemé, quoi. Donc ça marche avec tous les maïs qu'on veut récolter en sec. Si vous récoltez du maïs doux pour manger, ça se récolte bien avant en saison. Mais si vous voulez faire votre semence de maïs doux, eh bien il faut laisser le maïs sécher sur pied jusqu'à l'apparition du point noir. Alors on voit qu'on avait pris environ les 3/4 des cimes sur la parcelle. On en a laissé un petit peu au milieu, c'était un petit peu plus difficile d'accès. Et ça nous permettra de voir au moment de la récolte si les pieds qui ont été écimés, comme je vous l'avais montré cet été pour donner aux vaches, est-ce que finalement on est plus mature, c'est possible qu'on ait gagné un petit peu en précocité. Voilà, je ne le sais pas encore, on n'a pas fait la récolte. Ça permettra de voir un petit peu les différences. Alors ce qui est intéressant aussi avec l'essimage, surtout sur une très grande variété comme celle-là, c'est qu'en général en septembre, on a un retour un petit peu des pluies, des vents. Et l'année dernière, on a même eu la récolte en octobre, donc on avait eu ce retour de la pluie et du vent. Et quand vous avez un pied qui fait 3,50 m de haut, vous avez de fortes chances de voir votre champ se coucher, verser, parce qu'il y a une forte prise au vent. Alors cette année, ce n'est pas le cas, on n'a pas eu de retour vraiment de pluie, on n'a pas eu de vent. Mais voilà, ça permet d'éviter l'averse, puisque finalement on enlève un tiers, voire presque la moitié sur certains pieds, on enlève la moitié de la hauteur, donc on a moitié moins de prise au vent. Et voilà, ça permet d'avoir une récolte qui reste bien debout. En plus, les épis ont accès à la lumière beaucoup plus facilement, puisqu'il n'y a pas les cimes au-dessus. Et donc, ils sèchent plus vite. Et voilà, dans une région comme ici, ça peut être intéressant de pratiquer l'essimage, même si derrière on ne donne pas à manger aux vaches. Alors cette année, la récolte qu'on va attaquer là cette semaine, elle a lieu un mois avant la récolte de l'année dernière. Donc pour la même variété, même jardin. Pourquoi? Parce que déjà cette année, on avait semé le maïs 15 jours plus tôt que l'année dernière. Donc forcément, par rapport au cycle de la plante, on a de toute façon 15 jours d'avance sur la récolte. Mais en plus, l'année dernière, on avait une année pluvieuse, froide. Le maïs, en fait, était plus tardif, puisque le manque de chaleur avait fait qu'il s'était développé moins vite. Et puis en plus, en fin de saison, il a eu du mal à sécher. Donc en fait, on était, on va dire, par rapport à la normale, l'année dernière, on était en retard sur la récolte. Mais cette année, c'est tout l'inverse. On a eu beaucoup de chaleur. On a même eu un petit manque d'eau, ce qui fait que la plante s'est un petit peu précipitée, on va dire, pour finir son cycle. Et par rapport à la normale, pour cette variété-là, on est plutôt en avance. Et donc tout ça cumulé fait qu'on a un mois d'avance sur la récolte cette année. Et en plus, du coup, on a un maïs qui est beaucoup plus sec que l'année dernière. L'année dernière, à cause justement du mois d'octobre et de l'humidité dans l'air, eh bien, on avait du mal à sécher. Et là, on nous annonce quasiment 15 jours avec un vent d'est sans pluie. Donc là, on va dire que c'est l'idéal. Franchement, pour le maïs, cette année, au final, c'est bien passé. On a quand même visiblement de beaux épis. Là, tout ce que j'ai regardé, c'est plutôt beau. On a eu un tout petit peu de dégâts de mésanges sur certains bouts d'épis, mais ça va encore. Je pense qu'on va avoir une belle récolte et plutôt saine. Alors voilà pour le maïs. Maintenant, on va aller regarder un petit peu les tomates. Alors, manque de peau cette année, on n'a pas eu de mildiou. Alors pourquoi je dis manque de peau? Pour ceux qui connaissent un petit peu mes vidéos, vous savez que je suis en train d'essayer de fixer une variété réellement résistante au mildiou. Donc cette année, on n'a pas eu de mildiou, puisque les plants de tomates dans le voisinage, chez les voisins, qui sont des variétés traditionnelles, anciennes, qui tombent malades quand il y a du mildiou, en fait, elles ne sont pas tombées malades cette année, donc il n'y a pas de mildiou dans l'air. Et je ne peux pas savoir si ces plants sont ou non résistants au mildiou. Je vous avais dit que ce que je ferai, c'est que l'année prochaine, je vais ressemer cette génération, donc la génération F3, en espérant avoir du mildiou l'année prochaine. Néanmoins, je vais quand même être joueur. Je vais récolter de la semence sur cette génération, et l'année prochaine, je sèmerai la génération F4. Et je dis que je vais être joueur dans le sens où je vais espérer avoir de la résistance au mildiou, parce que le plan mère qui a donné ces plants-là était parfaitement résistant au mildiou. Donc je vais jouer, je vais dire que tous ces plants-là sont résistants au mildiou, ou on va dire au moins les 3/4. Et la chance, ou pas, mais je mise sur la chance, va faire que le plan que je vais sélectionner sera résistant au mildiou. Donc c'est un jeu là, c'est simplement pour essayer de gagner du temps. Et donc l'année prochaine, je vais semer la génération F4. Et je vais aussi espérer avoir du mildiou pour confirmer ou infirmer que c'était le bon choix.
Donc cette année, le choix, il n'a pas été fait sur la résistance au mildiou, qui n'est pas apparente. Le choix a été fait uniquement sur le goût. Le goût, également la forme des tomates, etc. Mais principalement le goût. Ces variétés qui sont résistantes au mildiou, hein, donc la Crimson Crush ou on va parler tout à l'heure de la Mountain Magic, elles ont quand même un défaut, c'est qu'elles ont une peau un petit peu épaisse. Et c'est vrai que quand vous faites une salade, en bouche, c'est pas très agréable. Hein, pour faire de la sauce, c'est pas très grave, puisque quand vous voulez passer à la machine, la peau est éliminée. Pour faire des tomates farcies, tout ça, c'est pas très grave. Mais pour faire en salade ou pour manger comme ça, pour croquer, c'est pas l'idéal. Et cette année, en fait, justement, le choix s'est beaucoup porté là-dessus, sur choisir une bonne variété, donc bon goût, un bon port, un feuillage quand même très sain et une peau fine. Donc là, on a isolé une tomate et l'année prochaine, j'ai ma semence pour la génération F4. Et puis, je vais croiser les doigts sur la résistance au mildiou. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, j'aurai perdu 2 ans. Voilà, et je repartirai en 2024 avec cette génération-là. Et j'espérerai avoir du mildiou. Donc là, vous comprenez aussi pourquoi les industriels, enfin les producteurs d'hybrides, vous vendent des hybrides. Hein. C'est parce que ce travail de stabilisation, c'est très long. Ça demande beaucoup de travail. Et en plus, à la fin, ils vous vendraient des semences de tomates qui sont reproductibles. Donc, ils ont tout à y perdre. Hein, et ça se comprend. Hein. On ne peut pas tuer la poule aux œufs d'or. Donc, c'est un travail qu'on ne peut faire finalement que nous, jardiniers. Et donc, encore une fois, moi, je vous invite à faire ce type de travail de stabiliser des hybrides. Alors, on n'est pas vraiment sur une stabilisation. Je vais quand même revenir sur le terme. On part d'une variété qui était Crimson Crush, qui possède des gènes de résistance au mildiou. Et en fait, avec le patrimoine génétique de Crimson Crush, on va créer une nouvelle variété. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de stabiliser Crimson Crush, je suis en train de stabiliser une nouvelle variété avec le patrimoine génétique de Crimson Crush. Voilà, c'était un petit peu la subtilité qui faisait un peu défaut dans la vidéo de l'année dernière justement. Et on va parler maintenant de Mountain Magic. Donc ce sont les 5 pieds qui sont là. Alors eux, ils sont encore plus vigoureux. Hein. J'ai même dû couper les cimes, là, ils se sont complètement couchés. Et là, on n'a plus beaucoup de tomates, mais c'était vraiment des cascades. Hein. C'était vraiment comme sur la photo du paquet, là, c'était vraiment impressionnant. On avait des cascades de tomates comme ça, rouges, tout le long des pieds. Alors par contre, Mountain Magic, elle a vraiment la peau dure. Ça, c'est vraiment un truc, je ne pense pas m'amuser à stabiliser cette variété pour différentes raisons, à commencer par la taille. Moi, je préfère avoir une variété finalement qu'on peut farcir, etc. Et puis, pour faire la sauce, ça va plus vite là, de ramasser des grosses tomates que des petites. Mais voilà, Mountain Magic, elle a très bon goût, elle est bien sucrée. Alors, il faut vraiment attendre la pleine maturité sur ce type de tomate, ça c'est très important. Là, par exemple, une tomate comme ça, un petit peu encore orange, elle est vraiment pas bonne. Hein. Il faut vraiment qu'elle soit très rouge et molle. Et là, vraiment, c'est très bon. Mais on a un problème, c'est la peau qui est trop épaisse. Hein. Vraiment, Mountain Magic, c'est vraiment son gros défaut. Mais voilà, c'est quand même une belle variété, vigoureuse, réellement résistante au mildiou pour l'instant. Donc si vous trouvez de la semence, eh bien, essayez. Et puis si vous voulez essayer de stabiliser une variété à partir de celle-ci, peut-être réussir à avoir des tomates avec une peau moins épaisse, voilà, c'est possible aussi. Alors petite astuce, cette semence-là, moi je l'ai achetée, enfin je l'ai fait venir du Luxembourg dans un magasin, alors je ne sais plus comment ça se prononce, c'est les magasins allemands qu'on trouve aussi en Suisse, en Allemagne et au Luxembourg, donc c'est les Hornbach ou Hornbach, je ne sais jamais comment on prononce ça. Et donc si vous êtes frontalier et que vous avez accès à ces magasins, vous allez au rayon semences et vous trouverez Mountain Magic. Par contre, c'est hors de prix, hein. Je crois que c'est 5 € les 10 graines. Donc, c'est pas pour en racheter tous les ans. Mais voilà, si vous voulez faire ce travail de sélection, vous achetez un paquet, puis après vous vous amusez à essayer de stabiliser une variété à partir de celle-là. Les courges, on a regardé un petit peu, hein. Donc là, ce sera récolté en octobre, quand les feuillages auront disparu. Donc visiblement, ce sont les petits marrons qui se sont le mieux développés. Hein. Et on a de l'autre côté là-bas des butternuts. Donc ça, ce sont les courges qui sont des valeurs sûres, qui se conservent longtemps. Et puis on a plein de recettes à faire avec ça. On va passer maintenant à ces 2 parcelles. Donc là, nous avons un engrais vert. Donc c'est du millet. Donc c'est du millet commun, je vous en avais parlé. C'est de la semence qu'on trouve au rayon oisellerie dans les animaleries. C'est de la semence qui finalement revient très peu cher. Alors là, on en vient à la notion d'engrais vert. Alors l'engrais vert, c'est un peu compliqué parce que
ce n'est pas quelque chose qui définit quelque chose de précis. Un engrais vert aura différents impacts sur votre sol et puis sur les cultures suivantes en fonction de plein de paramètres. Donc déjà en fonction de l'espèce que vous semez. Ensuite vous avez la période d'implantation. Un engrais vert de printemps, d'été ou d'automne n'aura pas la même fonction. Et surtout, l'engrais vert, ce qui est important, c'est la période de destruction. Et ça change complètement l'usage qu'on en a et l'utilité qu'on en a. Et donc il faut vraiment savoir ce qu'on recherche, il faut connaître ses objectifs pour savoir qu'est-ce qu'on va semer, quand on va le semer et comment on va le détruire. Alors je vais prendre l'exemple de mon millet ici. L'objectif ici de ce millet, donc c'est déjà de couvrir le sol, donc ça on voit qu'il le fait très très bien. C'est du coup d'étouffer les adventices, donc là on voit qu'il le fait très très bien. Mais moi mon objectif final c'est d'améliorer mon sol en augmentant un petit peu le taux de carbone. Pour toutes les raisons du monde, à commencer notamment, moi ce que je recherche c'est une certaine structure. Plus on a de carbone dans un sol, plus on a une structure intéressante pour cultiver, pour jardiner. Hein, après on a aussi la minéralisation qui se fait sur le temps long, etc. Mais en gros je recherche à avoir de l'humus, de la création d'humus. Et alors avec le millet, ce qui est intéressant, c'est que c'est une plante à cycle très court. Je vois qu'ici, il est déjà en train de... Enfin, l'épi est déjà dans la gaine. Et on a même à certains endroits, ici, l'épi qui commence à sortir. Il a été semé seulement il y a 1 mois, celui-ci. Et l'idée, c'est que la plante arrive à maturité le plus vite possible avant les gelées. Pour cette plante-là, parce qu'elle gèle. Alors pourquoi ça? Alors parce qu'une plante, plus elle va atteindre son stade de maturité, donc son stade de maturité, c'est juste avant de faire ses graines, quoi. Eh bien, en fait, son ratio carbone sur azote, donc le C sur N, va être élevé. Et le fait d'emmener une plante à un stade où son rapport C sur N est élevé, fait que derrière, elle va relarguer finalement plus de carbone au sol. Et moi, c'est ce que je recherche. Si par exemple, il me prenait l'envie là maintenant de détruire mon engrais vert. Ici, on a un rapport C sur N qui est plutôt faible. Hein, c'est une plante qui est juste en train de pousser, là, elle est très verte, très molle. On a peu de cellulose, peu de lignine, hein, même en fin de cycle, ce genre de plante fait un tout petit peu de lignine. Et donc là, si je détruis ça, donc je fauche par exemple, et puis je mets un coup de rotavator, eh bien en fait, toute cette matière, elle va se dégrader très rapidement. Et en plus, là, ça serait complètement bête, parce que derrière, moi, je ne mettrai rien. On va arriver dans l'hiver, et en fait, tout ça, ça va être décomposé pendant l'hiver, et en fait, on n'aura pas de plantes pour récupérer les produits issus de cette décomposition. Donc quand on détruit un engrais vert jeune, ce sera plutôt au printemps, pour tout de suite derrière semer une plante, et du coup cette plante bénéficiera de la dégradation de ce couvert très jeune. Mais moi ce que je veux faire, c'est détruire cette plante au moment le plus avancé. Donc ici ce sera juste avant que ces graines ne viennent à maturité, hein, puisque je ne veux pas avoir le millet qui se ressème partout. Donc il faudra que je fasse bien attention à ça. Mais je viendrai faucher à ce moment-là. Donc là, on aura une plante qui sera un peu plus haute, qui sera un peu plus dressée, un petit peu plus dure. Hein. Elle aura donc plus de carbone dans sa composition. Et donc là, on passera l'hiver avec cette matière qui sera déposée sur le sol. Et derrière, mon sol bénéficiera d'un produit riche en carbone, et ça bénéficie énormément aux champignons. Les champignons qui font l'humus dans mon sol. Donc cette destruction, elle aura lieu environ dans 1 mois, peut-être 1 mois et demi. Je ne sais pas comment ça va se présenter. Peut-être même qu'on va avoir un coup de gel très tôt, et puis tant pis, hein, la matière, elle va geler, elle va rester au sol. Mais bon, en général, il ne gèle pas avant le mois de novembre, donc on va espérer ça. Et du coup, voilà, j'aurai une plante qui va apporter énormément de carbone à mon sol. En plus, on va avoir l'hiver qui va passer là-dessus. Donc déjà, moi, je n'enfuirai pas ce que je vais détruire. Hein, je vais détruire et ça va rester sur le sol. Donc ça va couvrir mon sol l'hiver avec de la matière morte. Et en plus, comme ça va commencer à se dégrader, hein, puisque dans une région comme ici, je vous l'ai déjà dit, le sol travaille. Hein. Et donc au printemps, au mois de fin avril, début mai, quand je viendrai mettre mon maïs ici, en fait, on n'aura plus de potentiel problème de fin d'azote. Donc là, on est vraiment sur une plante intéressante pour ce que je veux faire, donc une destruction à un stade très mature, mais en même temps, ce stade de maturité doit être atteint très rapidement. Si j'avais semé un blé, en fait, son stade de maturité, c'est l'année prochaine. Donc je ne peux pas m'amuser à faire ça. Alors que le millet, il devient mature en 90 jours maximum, quoi.
Donc là, c'est l'idéal. En plus, ça se sème au mois d'août. Donc là, avant, on a eu la récolte des oignons, des fèves. Donc au 15 août, j'ai pu semer ce millet. Et puis voilà, on voit qu'il a bien profité encore de la chaleur de fin d'été, des quelques pluies qu'on a eues là au 15 août, donc ça a bien profité. Donc là, on a un semis qui a été fait un petit peu après, hein, suite à la récolte des pommes de terre et des haricots. D'ailleurs, on voit que pendant la récolte des haricots, on a eu plein de pertes. Donc on a quand même des haricots qui ont germé avec, mais ça, c'est pas très grave, c'est même très bien. Et donc voilà pour cette histoire d'engrais verts. Donc ça, moi, à terme, c'est ce que je veux essayer de faire sur toutes les parcelles pendant l'hiver. Jusqu'à présent, je vous avais beaucoup parlé des bâches. Donc c'est bien pratique pour couvrir un sol et éviter le lessivage, etc. Mais moi, mon objectif final, c'est de me passer des bâches. En tout cas, pour l'hivernage des jardins, je veux me passer des bâches. Et puis, on va aller voir tout en bas, là-bas, justement, il reste les charpeaux. Alors, nous voilà en bas de la parcelle. Donc ici, on a le petit carré de charpeaux. Alors, en fait, il ne reste que la charpeau Mira et la charpeau Axona. La charpeau Una, elle a été récoltée en même temps que Désirée, Charlotte et Juliette. Et vous voyez, ça d'ailleurs, c'est encore une fois un problème avec ce type de variétés qui sont très tardives. Et bien là, après ces deux variétés-là, qui vont être récoltées au début du mois d'octobre, hein, les feuillages sont encore bien verts, et bien là, pareil, j'ai un problème, c'est que je vais avoir du mal à implanter un engrais vert. En tout cas, je ne pourrai pas mettre mon millet. Et ça, par exemple, c'est une limite à ce type de variété. Moi, ça me gêne, en fait, dans mon système de rotation, qui se passe magnifiquement bien avec mon millet là. Et bien là, ici, je vais devoir soit trouver un autre engrais vert qu'on peut implanter de manière plus tardive en saison, soit je vais devoir bâcher le jardin. Mais le problème ici qu'on a, c'est que si j'utilise une céréale pour faire engrais vert, on a le problème des moineaux qui nous a obligés à arrêter le blé ici parce que ça devient invivable. C'est le problème qu'on a ici vraiment. S'amuser avec une céréale comme engrais vert en fait, ou un seigle comme certains font, on ne peut pas, hein, tout va être mangé par les moineaux. Et d'ailleurs, le millet, pour l'instant, j'en suis très content, mais d'ici 2 ou 3 ans, quand les moineaux auront compris ce qu'est le millet, parce qu'aujourd'hui ils ne savent pas ce que c'est, personne n'en cultive dans le coin, c'est pas impossible qu'ils me mangent mon semis de millet également. Là, cette année, on voit qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Mais je rappelle que le millet, c'est quand même une graine qui est appréciée par à peu près tous les oiseaux du monde. Donc voilà, pour l'instant, je suis très content de mon millet. Mais dans 2 ans, peut-être que ce sera ravagé. Alors, il y a quand même une différence, c'est que le millet se sème fin août. Et donc c'est une période encore où les moineaux trouvent des ressources, hein, dans l'environnement, il ne fait pas encore très froid, etc. C'est vrai qu'un semis de blé qui se fait plutôt fin octobre, début novembre, là forcément ils ont faim, l'hiver arrive, il faut remplir un petit peu, il faut se remplir en énergie, donc là ils s'attaquent plus facilement au champ de blé. Donc peut-être que finalement ils ne s'attaqueront jamais à mon millet, mais ça je ne le sais pas encore. C'est eux qui vont me le dire, hein, dans quelques années. Mais voilà, souvenez-vous, hein, toujours que les charpeaux, elles se ramassent après les autres et elles occupent le terrain plus longtemps. Hein, donc en même temps, c'est pas étonnant qu'elles font de très gros rendements puisqu'elles occupent le terrain plus d'1 mois de plus que les autres. Mais ça a aussi ses inconvénients quand on a un système de rotation, qu'on veut aller vite, etc. Implanter rapidement des couverts pour avoir un sol le moins à nu possible. Hein, je rappelle que moi, mon but, c'est pas de faire du jardinage sur sol nu. Hein. Il y a des gens qui m'ont mis dans cette case, dans cette catégorie du type qui fait du jardin sur sol nu. Absolument pas. Hein. Je sème sur sol nu parce que c'est facile, mais j'essaye de très rapidement avoir une couverture de sol, soit par les cultures, là il n'y a pas de sol nu par exemple, soit par des engrais verts, soit voilà, par des cultures ou des bâches, etc. Hein, je le rappelle, d'ailleurs, on va aller voir le petit jardin et puis on arrêtera là. Alors justement, je voulais revenir rapidement, hein, sur cette histoire de sol nu. Donc si on va depuis ce Ranchicoré, hein, on oublie ce qui est à gauche là, et qu'on vient par exemple jusque ce rang de navet ici, est-ce qu'on voit du sol nu? Voilà, vous avez 2 secondes. Eh bien non, voilà, on ne voit pas de sol nu. Alors ici on voit du sol nu. Pourquoi? Parce que j'ai des semis. Donc là par exemple des épinards. On a ici de la mâche, des épinards. Mais en fait très rapidement, les plantes poussent et couvrent le sol. Donc ça c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent, hein, c'est que le feuillage des plantes sert de couverture au sol.
Et ce qu'il est important de faire, c'est de gérer les espacements pour que lorsque la plante est à maturité, donc là par exemple des chicorées pour faire des endives, et bien là elles sont à quasi pleine maturité, et bien elles ont complètement refermé les rangs et le sol est complètement couvert. Donc bien sûr là on voit encore un petit peu de sol nu dans le jardin. Alors il faut savoir aussi que cette année j'ai pas géré le jardin comme j'ai voulu pour deux raisons. Déjà parce qu'on est dans une période de transition. L'année dernière on avait les lignes dans le sens là. Cette année c'est dans le sens là parce que le jardin va grandir. On voit là-bas les bâches qui ont été posées. Et résultat des courses, on voit par exemple que j'ai été obligé de faire un espèce de patchwork de culture. Alors ça a son charme, hein, ces petits carrés là. Par exemple ici, les céleri boules, ici des choux. Bref, j'en reviens au jardin. En fait, j'ai fait un petit peu n'importe quoi, hein. Normalement, par exemple, mon rang de poireaux, là, il devait aller de là jusqu'au bout de la bâche, quoi. Voilà, on avait cet essai de maïs, etc. C'est pas un truc que je ferai tous les ans. Donc forcément, on a des zones un petit peu à nu. C'est un petit peu une mauvaise gestion de ma part. En plus, on a eu l'année qui a été très sèche, qui m'a empêché de faire des semis et des plantations à certains moments. Mais voilà, il faut imaginer que le jardin, en fait, cette zone-là, par exemple, qui n'a pas été arrosée, eh bien, elle ne devrait pas exister, hein. Si j'avais mieux géré mes rotations, elle ne devrait pas exister. Pareil pour cette zone ici qui n'a pas été arrosée. Elle ne devrait pas être aussi large entre ce rang de mâches ici et puis le rang d'épinards. Ça ne devrait pas exister. Et donc si on élimine ces zones qui n'ont pas été arrosées, eh bien en fait le jardin est composé de très peu de zones à nu. Et donc voilà, je voulais quand même revenir là-dessus parce que le jardinage, on va dire traditionnel, n'est pas du tout l'objectif, c'est pas d'exposer son sol au soleil, hein. Vraiment, hein, on n'est pas plus con que les autres. On essaye de justement travailler nos espacements, travailler avec de la semence de qualité parce que plus un légume va pousser vite et plus il va couvrir le sol. On travaille sur les variétés, etc. On arrose nos cultures pour qu'elles poussent vite. Donc plus la plante pousse vite, plus elle couvre le sol, etc. C'est vraiment faire un mauvais procès au jardinage traditionnel que de dire oui c'est un sol nu et il détruit son sol, hein. Moi mon sol, encore une fois, il est mieux maintenant qu'il ne l'était en 2016 quand j'ai commencé à le défricher. Et puis je profite encore de cette vidéo pour vous montrer un truc là. Donc on a ici des artichauts. Donc c'était notre première année à artichauts. Là, ça s'est bien passé. Je les diviserai l'année prochaine. Qui sont faits sur BRF. Et on peut aller voir là-bas de l'autre côté. Pareil, ici, vous voyez, on avait les melons, on a eu des concombres. Donc là, c'est fini, hein, c'est terminé. Donc les courgettes, alors elles font un peu de résistance, tant mieux. Eh bien le sol il était couvert. Donc je vous avais expliqué, hein, cette technique de faire des rotations en incorporant ce type de plantes qui acceptent bien les paillages et qui sont peu sensibles aux campagnols. Eh bien en fait là mon sol en dessous il est en train de s'améliorer. En fait il s'est amélioré toute l'année. Alors pas tellement parce que ça a quand même manqué de flotte, mais on a un sol, voilà, on a un sol grumeleux et c'est très bien. Donc ça c'était une première méthode pour améliorer un jardin, hein, en faisant donc au fil des ans des rotations et en ayant ces courges un petit peu partout. Et je vous ai montré donc les artichauts et ici on a les fraises qui sont également sur BRF. Ça c'est encore un truc qui est intéressant d'incorporer dans une rotation de jardin. Ce sont ces plantes qui sont, on va dire, pérennes, alors pas tout à fait, hein, puisque des fraises ça dure 3 ans. Pareil pour les artichauts, il faut quand même régulièrement les diviser, mais ce sont des plantes, on va dire, permanentes, en tout cas par rapport à un chou quoi, qui va durer 6 mois au jardin. Et du coup, on va leur mettre à leurs pieds un paillage qui est, entre guillemets, permanent, hein, c'est-à-dire qui va durer relativement longtemps. Celui-ci, il a été mis l'hiver dernier. Donc normalement, le rang va venir jusqu'au bout du jardin, jusque là. Et donc à terme, quand le jardin sera définitif, on aura 3 rangs de fraises et en fait, on fait des rotations sur 3 rangs, c'est-à-dire que chaque année, on élimine un rang et on rajoute un rang. Imaginons que l'année prochaine, bon, je rajoute un rang. L'année d'après, j'enlève un rang, j'en rajoute un. Et en fait, petit à petit, année après année, ces rangs de fraisiers, donc ça prend longtemps, hein, dans un jardin aussi grand que ça va prendre plus de 20 ans, même plus, ça se calcule. En fait, année après année, mes fraisiers vont se déplacer, hein. Si on faisait un time-lapse de 40 ans, en fait, on verrait ce rang de fraisiers qui se déplace, qui se déplace, qui se déplace jusqu'au bout du jardin. Et résultat des courses, pendant 3 ans, on a un paillage de BRF pour cette culture qu'il accepte très très bien. C'est même le paillage roi, je dirais, pour les
les fraises, qui va redonner du coup du carbone à mon sol, faire travailler les champignons, etc. Certes, quand on fait du jardinage un petit peu sur sol nu, et notamment les poireaux, les aliacées, on détruit entre guillemets un peu le sol, mais encore une fois, par d'autres pratiques, on vient le reconstruire et remettre du carbone, remettre des champignons, etc. Voilà, bon, alors ça c'était la petite astuce du jour, bonjour. Donc vraiment, hein, n'associez plus du jardinage traditionnel avec sol nu, sol foutu. Alors ça c'est la pire chose qui a été dite. On n'est pas dans une pente ici, d'accord? On ne laboure pas à 30 cm tous les ans. On ne fout pas des engrais de synthèse, on ne met pas de pesticides, etc. On en prend soin du jardin. Attention hein, à certains discours sur YouTube, n'extrapolez pas tout. Voilà. Un sol comme ça, on ne détruit pas le sol. Hein. Avec un travail traditionnel, on ne détruit pas le sol, on l'améliore. Et je pense que quand on regarde la qualité des cultures, l'état sanitaire des cultures, voilà, ça parle en fait. Ça parle. Allez, j'en profite encore pour vous montrer un truc. Là-bas, on n'avait pas trop vu la suite des piments. Donc là, c'est l'occasion puisque je vais faire encore une récolte. Alors, il faut savoir que j'ai déjà fait 3 grosses récoltes sur les piments. Hein, donc, je vous ai fait une vidéo cette année, mais là, on va profiter de cette vidéo pour voir. Donc, voilà à quoi ça ressemble, hein, les piments. Voilà, c'est plein de piments. Et ce que je vais ramasser là, je l'ai déjà récolté 3 fois. Hein. Donc, cette année, c'était vraiment une année incroyable pour les piments. Bon, et bien voilà, j'espère quand même vous avoir montré que le jardinage sur sol nu ne se fait finalement pas tellement sur sol nu et que on n'est pas des destructeurs, au contraire, on construit, on bâtit et on produit. Et je vous dis à la prochaine.